on se lance. Petit trigger warning. Je vais choisir des nouvelles au hasard dans le bouquin et je ne me rappelle plus exactement de chacune des nouvelles. Donc, globalement, attendez-vous à entendre des sujets tels que la mort, le deuil, les choses hantées, la dépression, le suicide. Enfin, voilà, c'est pas forcément une vidéo que je recommande à de jeunes auditeurs ou à des personnes sensibles ou à des personnes traumatisées. C'est pas la vidéo la plus relaxante de l'année. Il y a de très nombreuses autres vidéos ASMR sur YouTube. Donc si vous avez envie de quelque chose qui vous fasse pas forcément frissonner, je vous redirige vers les chaînes de mes consoeurs et confrères. On va se lancer tout de suite. L'exhumation d'Angelita. Ma grand-mère n'aimait pas la pluie, et avant l'arrivée des premières gouttes, lorsque le ciel s'assombrissait, elle allait dans l'arrière-cour avec des bouteilles qu'elle enterrait à moitié, coulant vers le bas. Je la suivais et lui demandais « Grand-mère, pourquoi tu n'aimes pas la pluie? Pourquoi tu ne l'aimes pas ?» Mais elle, rien, évasive, pelle à la main, fonçant le nez pour sentir l'humidité dans l'air. Si finalement il pleuvait, bruit ou orage, elle fermait portes et fenêtres et montait le son de la télé pour couvrir le bruit de l'eau et du vent sur la tôle du toit. Et si l'averse tombait au moment de sa série préférée, comme Bait, il n'y avait plus rien à en tirer. Elle était éperdument amoureuse de Vic Morrow. Moi, j'adorais la pluie. Elle ramollissait la terre sèche et je pouvais ainsi m'adonner à ma manie de creuser. Le nombre de trous. J'utilisais la même pelle que ma grand-mère, toute petite, comme une pelle de plage pour enfants, mais en métal et en bois, pas en plastique. Au fond de la terre, il y avait des morceaux de bouteilles en verre vertes, au bord tellement polis qu'ils n'étaient plus coupants, de douces pierres qui ressemblaient à des galets de jardin ou de plage. Pour quelle raison étaient-ils enterrés chez moi? Quelqu'un avait dû les enfouir là. Un jour, j'ai trouvé une pierre ovale, de la taille de la couleur d'un cafard, mais sans pattes ni antennes. Elle était lisse d'un côté et sur l'autre, il y avait des encoches qui formaient clairement les traits d'un visage souriant. Je l'ai montré à mon père, surexcité, car je pensais avoir découvert une relique, et il m'a dit que les entailles dessinaient un visage par hasard. Mon père n'était jamais enthousiaste. J'ai trouvé des dés noirs dont les points blancs étaient devenus presque invisibles, et aussi des bouts de verre dépolis, vert pomme et turquoise. Ma grand-mère s'est souvenue qu'ils provenaient d'une vieille porte. Je jouais également avec des vers de terre que je coupais en tout petits morceaux. Je détestais voir leur corps sectionné se tortiller avant de continuer d'avancer. Je me disais que si je coupais bien le verre comme un oignon, sans laisser aucun contact entre les anneaux, il n'arriverait pas à se reconstituer. Je n'ai jamais aimé les bestioles. J'ai trouvé les os après un orage qui a transformé le carré de jardin du fond en une mare de boue. Je les ai mis dans le seau qui me servait à transporter mes trésors jusqu'au robinet de la cour où je les lavais. Je les ai montrés à mon père. Il a dit que c'était des os de poulet, ou peut-être de travers de porc, ou encore d'animaux de compagnie morts depuis belle lurette qu'ils avaient dû enterrer là. Des chiens ou des chats. Il a insisté avec les poulets, parce qu'avant, dans l'arrière-cour, quand il était petit, ma grand-mère avait un poulailler. L'explication m'a semblé plausible, jusqu'à ce que ma grand-mère voie les os et s'arrache les cheveux en criant « Angelita, Angelita !» Mais l'esclandre n'a pas duré longtemps à cause de mon père. Il tolérait les superstitions, comme il disait, de ma grand-mère, seulement si elle se maîtrisait. Elle connaissait son air de désapprobation et s'était forcée de se calmer. Puis elle a voulu examiner les os. Je les lui ai donnés, puis elle m'a ordonné d'aller au lit. J'étais un peu en colère, je ne comprenais pas pourquoi j'étais punie. Mais plus tard, ce même soir, elle m'a appelée et m'a tout raconté. C'était sa sœur, la numéro 10 ou 11, ma grand-mère n'était pas très sûre. À l'époque, on ne prêtait pas autant d'attention aux enfants. Elle était morte quelques mois après sa naissance, de fièvre, de diarrhée. Comme c'était un petit ange, il l'avait assis sur une table décorée de fleurs, enveloppée dans un linge rose, appuyé contre un coussin, et lui avait fabriqué des ailes en carton pour qu'elle monte au ciel plus rapidement. Il ne lui avait pas rempli la bouche avec des pétales de fleurs rouges parce que ça faisait peur à sa mère, mon arrière-grand-mère, on aurait dit du sang. On avait dansé et chanté toute la nuit. Il avait même fallu virer un homme saoul et ranimer mon arrière-grand-père qui s'était évanoui à cause du chagrin et de la chaleur. Une prieuse indienne avait chanté des prières en échange en tout et pour tout de quelques empanadas. C'était ici, grand-mère,
Sans mari ni enfant, mon père s'est installé dans un appartement à Palvanera et j'ai oublié Angelita. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse à côté de mon lit, chez moi, 10 ans plus tard, en pleurs une nuit d'orage. Angelita ne ressemble pas à un fantôme. Elle ne flotte pas, n'a pas le teint pâle et ne porte pas de robe blanche. Elle est dans un état de semi-putréfaction et ne parle pas. La première fois, j'ai cru que je rêvais et j'ai tenté de me réveiller de ce cauchemar enfin. Et lorsque j'ai compris que c'était réel, j'ai crié et pleuré et me suis cachée sous le drap en fermant les yeux très fort et en me bouchant les oreilles avec les mains pour ne pas l'entendre parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle était muette. Mais quand je suis sortie de là-dessous, des heures plus tard, Angelita était toujours là, avec une vieille couverture en haillons sur les épaules, comme un poncho. Elle montrait quelque chose du doigt dehors, en direction de la fenêtre de la rue, et c'était comme ça que je me suis rendu compte qu'il faisait jour. C'est bizarre de voir un mort en plein jour. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait, mais en guise de réponse, elle a continué de pointer son doigt comme dans un film d'horreur. Je me suis levée et j'ai couru dans la cuisine chercher les gants que j'utilisais pour faire la vaisselle. Angelita m'a suivi. Juste un premier échantillon de son caractère quémandeur. Ça ne m'a pas intimidée. Avec les gants, j'ai attrapé son petit cou et j'ai serré. Ce n'est pas très cohérent d'essayer d'étrangler un mort, mais on ne peut pas être désespéré et raisonnable en même temps. Je ne l'ai même pas fait tousser. Je me suis simplement retrouvée avec des bouts de chair en décomposition entre mes doigts gantés et sa trachée est apparue. Jusqu'à cet instant, je ne savais pas qu'il s'agissait d'Angelita, la sœur de ma grand-mère. Je continuais de fermer les yeux bien fort pour qu'elle disparaisse ou que je me réveille. Comme ça ne marchait pas, j'ai tourné autour d'elle et découvert dans son dos, pendu au reste jaunâtre de ce qui était, je le sais maintenant, le suaire rose, de petites ailes rudimentaires en carton avec des plumes de poule collées. Depuis toutes ces années, elles auraient pu se désagréger, me suis-je dit, et j'ai ri, un peu fébrile, en songeant qu'il y avait un bébé mort dans ma cuisine, que c'était ma grande tante et qu'elle marchait, même si d'après sa taille, elle n'avait dû vivre qu'à peine 3 mois environ. Il fallait une bonne fois pour toutes que j'arrête de réfléchir, en termes de possible ou pas. Je lui ai demandé si elle était ma grande-tante Angelita. Comme il n'avait pas eu le temps de déclarer sa naissance, c'était une autre époque, ils l'ont toujours appelée par ce prénom ambigu. Je me suis aperçue qu'elle ne parlait pas, mais répondait en bougeant la tête. Ma grand-mère disait donc la vérité, ce n'étaient pas des os de poulet, mais bien ceux de sa sœur que j'avais déterrés quand j'étais petite. Ce que voulait Angelita était un mystère. Tout ce qu'elle faisait, c'était bouger la tête de manière affirmative ou négative. Mais elle désirait quelque chose avec une extrême urgence, car non seulement elle n'arrêtait pas de montrer du doigt, mais elle ne me laissait pas tranquille. Elle me suivait partout dans l'appartement. Elle m'attendait derrière les rideaux de douche quand je me lavais, s'asseyait sur le bidet quand je faisais pipi, restait debout à côté du frigo quand je faisais la vaisselle et s'installait à côté de ma chaise si je travaillais à l'ordinateur. La première semaine, j'ai continué d'avoir une vie normale. Je me disais que c'était peut-être une crise d'angoisse avec hallucination, que ça passerait. J'ai posé des jours de congé au travail et pris des médicaments pour dormir. Angelita était toujours là, attendant que je me réveille, à côté de mon lit. Des amis sont venus me voir. Au début, je ne voulais pas répondre aux messages ni ouvrir la porte, mais pour ne pas les inquiéter davantage, j'ai accepté de les recevoir, invoquant un épuisement psychologique. Ils ont compris. Tu travailles beaucoup trop, me disait-il. Aucun d'eux n'a vu Angelita. La première fois que mon amie Mariana m'a rendu visite, j'ai enfermé Angelita dans le placard, mais à ma plus grande horreur et à mon plus grand dégoût, elle s'est échappée et s'est assise sur le bras du fauteuil avec son horrible visage putréfié vert de gris. Marina n'a rien remarqué. Quelque temps plus tard, je suis sortie avec Angelita dans la rue. Rien, à part un monsieur qui la regardait incitamment, puis s'est retourné, la regardait à nouveau, et son visage s'est décomposé. Il a dû avoir une chute de tension, ou la dame qui s'est enfuie en courant et a failli se faire renverser par le 45 dans la rue Chacabuco. Certaines personnes devaient la voir, c'est ce que j'imaginais, pas beaucoup à mon avis. Pour leur épargner ce sale moment quand nous sortions, plus exactement quand elle me suivait et j'étais obligée de la laisser m'accompagner, je la portais dans une sorte de sac à dos. C'est moche quand elle marche, elle est tellement petite, ce n'est pas naturel. Je lui ai aussi acheté un bandage, genre masque pour le visage, comme ceux qu'on utilise pour cacher les brûlures. Maintenant, lorsqu'ils la voient, les gens éprouvent de l'aversion, mais aussi de l'émotion et de la peine. Ils voient un bébé très malade ou gravement blessé, mais plus un bébé mort. Si mon père
semblait vraiment lui plaire. Elle continuait de pointer son maudit doigt vers le sud. Je me suis aperçue que c'était toujours le sud, matin, midi et soir. Je lui parlais et l'interrogeais, mais c'était difficile de communiquer. Jusqu'au matin où elle a surgi avec une photo de la maison de mon enfance, la maison où j'avais trouvé ces petits os dans l'arrière-cour. Elle l'avait prise dans la boîte où je range mes photos, répugnant. Elle avait sali toutes les autres avec sa peau putréfiée qui se décompose, des taches humides et poisseuses. À présent, elle montrait la maison du doigt, avec beaucoup d'insistance. « Tu veux aller là-bas ?» lui ai-je demandé, et elle m'a dit oui. Je lui ai expliqué que la maison n'était plus à nous, nous l'avions vendue, mais elle a continué de faire oui avec la tête. Je l'ai mise dans le sac à dos avec son masque sur le visage, et en a pris le 15 jusqu'à Avellaneda. Pendant les voyages, elle ne regarde pas par la fenêtre, elle ne regarde pas non plus les gens, ne se divertit avec rien, accorde aussi peu d'importance au monde extérieur qu'aux jouets. Je l'ai assise sur mes genoux pour qu'elle soit bien, même si j'ignore si elle peut être bien, si cela signifie quelque chose pour elle. Je ne sais même pas ce qu'elle ressent. Je sais uniquement qu'elle n'est pas méchante. J'ai eu peur d'elle au début, mais ça a fait un moment que ce n'est plus le cas. Nous sommes arrivés à mon ancienne maison vers 4 heures de l'après-midi. Comme d'habitude en été, il y avait une forte odeur d'humidité et d'essence avenue Mitré, mélangée à la puanteur des poubelles. Nous avons traversé la place à pied, sommes passés devant l'asile Itzori où est mort ma grand-mère et avons longé pour finir le stade du racing. Derrière se trouvait ma vieille maison, à 2 blocs du terrain de foot. Mais maintenant que j'étais devant la porte, que faire? Demander au nouveau propriétaire de me laisser rentrer. Demander? Mais sous quel prétexte? Je n'y avais pas réfléchi. À force de trimballer partout un bébé mort, j'avais clairement le cerveau atteint. C'est Angelita qui a pris en charge la situation. Il n'y avait pas besoin d'entrer. Il était possible d'apercevoir l'arrière-cour depuis le mur mitoyen. C'était tout ce qu'elle voulait, voir l'arrière-cour. Nous avons épié toutes les deux, elle dans mes bras. À la place de l'ancien carré de jardin, il y avait une piscine en plastique bleu, encastrée dans un trou au sol. Il avait évidemment fallu enlever toute la terre pour creuser le trou, et par conséquent, jeter les os d'Angelita à les savoir où. On les avait déplacés, ils étaient perdus. J'ai eu de la peine pour elle, pauvre petite. Je lui ai dit que j'étais désolée, que je ne pouvais rien faire. Je lui ai même dit que je regrettais de ne pas avoir exhumé ces os une nouvelle fois quand la maison avait été vendue, pour les enterrer dans un lieu tranquille, auprès de la famille, si c'était ce qui lui plaisait. J'aurais pu si facilement les mettre dans une boîte ou dans un vase et les emporter chez moi. Je me sentais mal vis-à-vis d'elle et je l'ai priée de me pardonner. Angelita a hoché la tête. J'ai compris qu'elle acceptait mes excuses. Je lui ai demandé si elle s'était apaisée désormais, si elle allait partir et me laisser seule. Elle a fait non. Ok, ai-je réagi, et comme je n'ai pas beaucoup aimé sa réponse, j'ai marché rapidement jusqu'à l'arrêt du 15, l'obligeant à courir derrière moi, avec ses pieds nus, tellement décharnés qu'on pouvait voir ses petits os blancs. Le Mirador. Elle avait toujours voulu dire à la petite fille, la fille du dernier et actuel propriétaire, de ne pas avoir peur. Il n'y avait rien à craindre. Elle était là, mais la petite ne l'apercevait pas, ne pouvait pas la voir. Personne ne pouvait l'apercevoir, sauf, bien sûr, quand elle prenait une apparence. Sinon, sa présence était niée. La gosse n'avait aucune sensibilité particulière, elle était juste terrifiée. Elle passait en courant devant l'escalier qui menait au mirador de l'hôtel, imaginant que là-haut, dans la tour, qui pendant des années avait été la plus haute construction d'Ostende, se cachait une folle aux cheveux longs, qui se regardait dans un miroir, vêtue d'une chemise de nuit blanche. Elle avait peur du cuisinier italien qui jetait du bois dans la chaudière, même après qu'il avait été renvoyé. Elle croyait qu'elle allait le rencontrer dans un couloir, à l'affût, qu'il la jetterait dans le feu, elle aussi, avec le bois. Bien qu'adulte désormais, la fille du propriétaire ne passait pas l'hiver à l'hôtel. Elle disait qu'elle ne supportait pas la tristesse de la station balnéaire au cours de l'hiver glacial, où il n'y avait que du vent et pas un seul cinéma d'ouvert à Pinamar. Elle disait aussi qu'elle redoutait d'éventuels voleurs, mais c'était un mensonge. Il s'agissait de la même peur qui la paralysait dans les couloirs circulaires de l'hôtel lorsqu'elle était enfant et la tenait à distance de la salle à manger presque monacale du premier étage, ou du grand miroir qui attendait d'être restauré dans l'entrepôt, dans lequel elle craignait de voir le reflet de quelque chose d'incongru. Bizarre, et plus étrange encore ce que racontaient les gens, les clients, le propriétaire lui-même. L'histoire de l'ouvrier qui était mort
lorsque le bâtiment était enseveli jusqu'au premier étage. Il était de la baleine et de toutes les mouches qui avaient envahi la plage avec leurs poudrements lugubres, se nourrissant de l'animal mort et échoué. L'été où personne ne s'était baigné. Oui, l'hôtel accueillait des gens désespérés. Oui, elle les avait entendus ruminer des désirs de mort et leur avait donné des cauchemars d'enfance terribles et des douleurs oubliées. Mais aucun n'avait été prêt. Et c'était faux de dire que le temps ne passait pas pour des êtres comme elle. Elle était fatiguée. Chaque été, elle espérait que ce serait le dernier et passait de plus en plus de temps dans le Mirador où lui parvenait à peine le murmure des vivants qu'elle savait si bien imiter mais ne comprenait pas. Si cette putain de veste ne tient pas dans la valise, je vais me les cailler. Il fait froid la nuit sur la côte, pensait Elina. Et elle ne put s'empêcher de fondre à nouveau en larmes, comme ça lui arrivait toujours désormais à chaque petite contrariété, lorsque l'ampoule de la cuisine grillait et qu'elle n'en avait pas de rechange, ni la moindre idée de ce qu'il fallait faire, lorsqu'elle oubliait de payer la facture d'électricité et devait traverser toute la ville jusqu'au bureau de l'entreprise, ou lorsqu'elle n'avait plus de médicaments et sortait en quête d'une pharmacie de garde à 4 heures du matin. Elle avait demandé un congé à la fac et fin une relative bonne santé mentale pour sa famille et ses amis, mais c'était tellement compliqué que maintenant elle ne répondait plus au téléphone et pratiquement plus aux mails non plus. Tant pis pour eux, peu lui importait qu'ils soient inquiets. Elle ne les avait même pas fait informer qu'elle avait arrêté la thérapie et gardé uniquement les médicaments. Elle n'en avait plus rien à dire, ni à exhumer. Elle ne désirait que cet état vaguement distant et chimique qui la déconnectait, mais lui permettait de vivre un peu, de moins en moins, ce qu'il fallait. Elle n'avait pas envie d'aller à l'hôtel, mais se l'était promis à elle-même depuis des mois avant l'hôpital, quand elle croyait encore qu'une semaine à la mer pouvait lui faire du bien, l'obliger à ne plus penser à Pablo. Il était parti et ne lui avait jamais téléphoné ni écrit. Elle ne savait pas s'il était vivant ou mort, et elle aurait préféré n'importe laquelle de ces deux nouvelles, n'importe laquelle, plutôt que cette vie en suspens, dans l'attente, depuis plus d'1 an. Comme d'habitude, elle lui envoya un message pour le prévenir où elle allait. Elle lui envoya même le numéro de téléphone. Elle passerait son anniversaire à l'hôtel. Si Pablo était vivant, s'il l'avait aimé un jour, il était obligé de l'appeler. Ses caresses dans le dos lui manquaient. Sa façon de se moquer de sa paranoïa, ses tentatives inutiles pour la consoler, les heures qu'il passait dans la salle de bain, le fait qu'il n'aime quasiment pas manger, les os de ses hanches, sa façon de parler en bougeant les mains. Elle voulait pouvoir regarder à nouveau ses photos et être jalouse du chat s'il lui prêtait plus d'attention qu'à elle, et marcher au soleil, lui avec ses éternelles lunettes noires et les appels en pleine nuit, et le regarder dormir, et qu'il sache rester silencieux, et elle énervée quand il restait trop longtemps silencieux, et les matins à le supplier de ne pas partir, et à pleurer quand il partait, même s'il revenait 2 heures plus tard. Et elle, jamais, jamais ne l'aurait quitté comme ça, sans donner de nouvelles, sans dire au revoir. L'ingrat, peut-être qu'il était mort, c'était possible, parce que personne n'avait eu de nouvelles de lui, sauf s'il le lui cachait. Mais comment aurait-il pu lui cacher un truc pareil, puisqu'il l'avait vu vomir du sang à force de ne pas manger, l'avait vu mordre l'oreiller, en déchirer la housse, et se faire mal, et se saouler, et attendre pendant des heures un mail, le regard fixe sur l'écran jusqu'à la migraine, et les yeux rouges, et pleurer sur le clavier, et ne pas sortir de l'attente d'un appel. Puisqu'il l'avait entendu envoyer chier toutes ces conneries d'aller de l'avant. Le roi est mort, vive le roi, la vie continue, il faut que tu baisses, il y a 10 milliers d'hommes, tu es belle, allons danser, je vais te présenter quelqu'un. La fille lui plut, mais avec le temps, elle avait appris à se méfier de ses premières impressions. Elle se rappelait ce
Oh non, tu n'as pas envie d'être là, mon ange. Bonjour. Les dangers de Fumeroli. La nouvelle qui a donc donné son nom au recueil. Était-ce un papillon de nuit ou une mythe? Elle n'avait jamais réussi à les distinguer, mais elle avait une certitude. Les papillons de nuit se désagrégeaient entre ses doigts, comme s'ils n'avaient pas d'organes ni de sang, un peu comme la cendre froide d'une cigarette dans un cendrier dès qu'on la touche. On pouvait les tuer sans répugnance et les laisser par terre, car ils se désintégreraient en quelques jours. En revanche, ils ne brûlaient pas automatiquement lorsqu'ils approchaient de la chaleur. Quelqu'un lui avait dit ça, qu'ils prenaient feu à peine effleuraient-ils une source de chaleur, mais elle les voyait se cogner sans arrêt contre l'ampoule, comme s'ils aimaient les coups et s'en tiraient indemnes. Parfois ils s'ennuyaient et s'envolaient par la fenêtre. Parfois, c'est vrai, ils mouraient dans la lampe sur pied. Ils s'épuisaient, cessaient de résister, ou bien leur heure était venue. Ils brûlaient petit à petit, battant des ailes contre la page rouge jusqu'au moment où ils ne bougeaient plus. Il lui arrivait de se lever en pleine nuit pour vider la page-jour des papillons mythes morts. Quand l'odeur de brûlé lui piquait le nez et l'empêchait de dormir, elle oubliait souvent d'éteindre la lumière avant d'aller se coucher. Mais une nuit, au début du printemps, elle fut réveillée par une odeur de brûlé de nature différente. Enveloppée dans le plaid gris qu'elle utilisait quand il faisait un peu froid, elle inspecta la cuisine pour voir si elle avait laissé quelque chose sur le feu. Ça ne venait pas de là, ni des mythes. Pour une fois, elle avait éteint la lampe. L'odeur ne venait pas non plus du couloir de l'immeuble. Elle ouvrit les volets. Dehors, il y avait de la fumée et il pleuvait. Un incendie sous la pluie. On entendait les sirènes des pompiers et la rumeur de quelques habitants dans la rue, réveillés en pleine nuit, sûrement en pyjama sous leur imperméable. Un homme avec une voix cassée disait « Pauvre femme !» Le feu était loin et Paola retourna dans son lit. Plus tard, elle apprit par le gardien, toujours bien informé, que l'incendie avait eu lieu au 5e étage d'un immeuble au coin de la rue. Une femme était morte, une paralytique, clouée au lit, qui s'était endormie avec une cigarette allumée entre les doigts. Sa fille, qui vivait sur elle, assez âgée elle aussi, une 60aine d'années, s'en était rendue compte trop tard, quand la fumée, la toux, la sensation d'étouffement l'avaient réveillée. Elle n'avait pas pu la sauver. Pauvre femme, c'est un vice maudit, commenta le gardien. Il ajouta que la femme fumait beaucoup et ne sortait jamais. Paola faillit lui dire « Et comment savez-vous que cette femme fumait autant? Vous venez de dire qu'elle ne sortait jamais, alors quand l'avez-vous fumée, hein ?» Mais elle renonça. Il était impossible de discuter avec le gardien. De plus, elle imaginait les flammes s'élevant au pied de la dame du 5e étage qui, les jambes insensibles, n'avait pas réagi lorsque la couverture avait pris feu. Ou bien elle avait pensé « Pourquoi ne pas laisser le feu continuer son travail? C'était sans doute douloureux, mais combien de temps fallait-il pour qu'une femme comme elle, âgée, les poumons détruits, perde conscience? Quel soulagement pour sa fille d'ailleurs. Le gardien la ramena au présent, l'arrachant à ce monde vaguement réconfortant de vieille dame brûlée pour la prévenir qu'un garçon passerait pendant la semaine désinfecter les appartements. Paola dit d'accord, en espérant qu'elle entendrait la sonnette pour ouvrir à l'exterminateur. De toute façon, il n'y avait pas tellement de bestioles chez elle, à part les papillons mythes,
sa cigarette qui tremblait et semblait se raviver dès que la fumée l'effleurait. Elle mit la lampe de la table de chevet sous les draps. Elle avait l'intérieur des cuisses plein de petites taches rouges superficielles qui ressemblaient à une éruption à cause de la chaleur ou d'une allergie, mais c'était de la kératose. Elle en avait aussi sur les bras, les hanches et un peu sur les côtes. La dermatologue lui avait dit qu'avec un bon traitement ça pouvait s'arranger. Rien à voir avec des maladies terribles comme le psoriasis ou l'eczéma, mais Paola trouvait que c'était largement assez horrible. Autant que ses dents jaunes et ses gencives qui saignaient tous les matins quand elle utilisait le dentifrice, non pas quelques gouttes, mais de véritables flots de sang qui coulaient dans le lavabo blanc. On appelait ça de la biorée, même si les dentistes employaient aujourd'hui un nom plus élégant qu'elle n'arrivait pas à se rappeler. Elle préférait la vérité, préférait la biorée. Son corps la lâchait de plusieurs autres façons auxquelles elle ne voulait pas penser. Qui l'aimerait ainsi, avec pellicule, dépression, boutons dans le dos, cellulite, hémorroïdes et sécheresse intime. Elle alluma une nouvelle cigarette sous les draps et poursuivit avec la fumée un papillon de nuit. Entré sous la tente, il finit par mourir. On pouvait donc les étouffer avec de la fumée. Bestiole fragile et stupide, elle le laissa se tordre de convulsions entre ses jambes et aperçut les petites pattes du papillon mythe qui ressemblait à de minuscules asticots. Pour la première fois, elle éprouva du dégoût et vira l'insecte hors de son lit. Elle s'amusa à faire des ronds de fumée à l'intérieur de la tente, puis se lassa. Alors, elle décida d'appuyer l'extrémité de sa cigarette sur le drap pour voir s'agrandir le cercle au bout orangé, jusqu'au moment où ça devenait dangereux. Le feu crépitait et augmentait, et elle devait taper sur le drap pour l'éteindre. Les bouts de tissu brûlé flottaient dans la tente. Les petits incendies circulaires la faisaient rire. Lorsqu'elle sortait la tête dans la semi-pénombre de la chambre, les trous de cigarettes dans les draps laissaient passer la lueur de la lampe dont les faisceaux lumineux se reflétaient au plafond qui paraissait couvert d'étoiles. Il fallait qu'elle fasse plus de trous, car elle le comprit dès qu'elle le vit. Tout ce qu'elle voulait, c'était un ciel étoilé au-dessus de sa tête. Oui, c'était tout ce qu'elle voulait. Bon, je pense que la vidéo va être un peu courte parce que moi ça fait 50 minutes que je tourne, mais je vais devoir cut énormément de ce que j'ai lu parce que j'ai commencé des nouvelles avant d'entamer des passages qui étaient vraiment pas audibles. Désolée, c'était vraiment trop. Enfin, moi ça me. C'est un livre que je connais et que j'aime donc ça m'a pas choqué, mais j'ai pas envie que des personnes puissent être vraiment traumatisées par cette vidéo. Et croyez-moi, vu le ton de l'ouvrage, c'est possible. Donc, je vais vous laisser sur ça. Quand la vidéo sortira, Halloween sera déjà passé et vous aurez déjà consommé tous vos bonbons. Mais je me permets quand même, ce soir du 31, de vous souhaiter une super soirée d'Halloween. D'espérer que vous allez vous éclater. Racontez-moi en commentaire comment vous fêtez Halloween. Est-ce que vous le fêtez? Est-ce que vous regardez des films d'horreur? Est-ce que vous vous déguisez? Est-ce que vous allez chercher des bonbons chez les voisins? Je veux tout savoir.